Alors, on va parler santé, la data au service de la e-santé. C'est un vaste domaine, là encore. Alors, je vous présente mes invités. J'ai donc à mes côtés Stéphane Bollon de l'Omix. Merci d'être avec nous. Bonjour. Nous avons le professeur Darmon, directeur du département d'enseignement et de recherche en médecine générale et donc professeur à l'université Côte d'Azur. Bonjour professeur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et nous a rejoint également quelqu'un que vous connaissez, qui était avec nous tout à l'heure pour l'une des mini-conférences. Il s'agit de monsieur Félix Kudelka, qui est cofondateur et ex-président de Cluster IA. Et vous êtes également responsable des partenariats My Data Models. Voilà, donc je vous laisse nous parler d'e-santé. Merci Laurent. Donc effectivement, on va aujourd'hui aborder le sujet de la santé numérique, comme on peut l'appeler aujourd'hui, qui est basé sur la data. Alors on parle beaucoup pendant ces conférences de l'intelligence artificielle, mais évidemment pour qu'il y ait une intelligence artificielle, il faut qu'il y ait de la donnée, il faut que cette donnée elle soit utilisable. Et quand on dit utilisable, c'est qu'on puisse d'abord l'ingérer, donc la récupérer quelque part, c'est qu'elle soit mise en qualité, c'est qu'elle soit homogène. On va parler beaucoup d'interopérabilité dans le domaine des données de santé. Et nous, c'est ce que nous avons, je dirais, développé, parce que avant d'avoir l'ensemble des usages pour la santé, et David en parlera bien mieux que moi, il faut d'abord amener ce qu'est l'usage de la donnée, l'intelligence de la donnée. Et ça, c'est un sujet, évidemment, qui n'est pas encore vraiment couvert. Il y a beaucoup de solutions sur le marché qui s'affichent comme plateforme de données, données de santé. Et on voit bien qu'il y a effectivement un engouement très fort, parce qu'on voit bien comment la data et l'IA vont pouvoir amener de la grande valeur dans la santé, mais on a d'abord besoin que cette donnée soit disponible. Et donc nous, on a développé une plateforme logicielle qui va amener tout ça assez rapidement en se connectant à différentes sources. Et c'est là où on attaque déjà le sujet de la difficulté. Quand on parle de différentes sources, on voit déjà qu'il y a une forte hétérogénéité des données. Et c'est ce sujet-là qu'il faut adresser en permanence. L'hétérogénéité des données, donc ça veut dire si elles sont trop hétérogènes, on ne va pas pouvoir les croiser, donc il faut faire ce travail-là. Le second travail qu'il faut faire, c'est la mise en qualité des données, parce que évidemment, si on utilise des données qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas extrêmement propres, et du coup, tout ce qu'on va faire comme intelligence humaine dans la médecine, dans l'IA, etc., nous donnera quelque chose qui n'est pas fiable en sortie. Et c'est ce que nos amis américains appellent le cheat in, cheat out, de manière très élégante. Et donc ça, c'est un sujet qui est important. Et ensuite, il faut qu'on ait une capacité d'explicabilité des résultats. Et dans la médecine comme dans d'autres secteurs, mais surtout en médecine, parce qu'on a quand même avec l'IA quelque chose qui est un petit peu complexe, c'est-à-dire qu'on fait des algorithmes, on appuie sur le bouton, on a un résultat, et souvent on dit on lui fait confiance à ce résultat, mais la réalité c'est que est-ce qu'on doit lui faire confiance ? Alors comment on va être capable d'avoir un niveau d'explicabilité proche de 100%, c'est-à-dire à savoir comment les données ont été traitées, comment les données ont été nettoyées, comment on les a utilisées, quels ont été les processus algorithmiques d'IA, par exemple, qui ont été utilisés. Et ça, c'est un phénomène très important, parce que vous imaginez bien que si on n'est pas capable d'expliquer un résultat en santé, disons que le diagnostic il va probablement pas être parfait. Mais de la même manière, si les données ne sont pas propres, et qu'on a un taux dirons-nous, de propreté ou de fiabilité des données de 90%, est-ce que ça va suffire ou pas pour finalement faire avancer de la recherche ? Et probablement que non. Donc on va chercher du proche de 100%, et donc avec des données le plus fiables et le plus propre possible. Et donc nous, on a développé une plateforme qui est unique aujourd'hui sur le marché, qui est capable de traiter l'ensemble de cette chaîne, depuis le départ, l'ingestion, tout ce qu'on va appeler de manière un petit peu barbare dans la data, c'est le master data management, c'est-à-dire la capacité à gérer les données de bout en bout avec l'ensemble des processus que j'ai cités de nettoyage, de fiabilisation. Et ensuite, il faut pouvoir exposer ces données, et les exposer de manière homogène ou interopérable, c'est-à-dire que toutes ces données doivent pouvoir être croisées entre elles. Et c'est là où on va arriver derrière aux usages intelligents, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter à l'intelligence de la donnée, qui est déjà une force importante, mais derrière, on va pouvoir les exposer de manière dynamique pour appliquer de l'intelligence artificielle. Et on va parler aujourd'hui santé, et je vais laisser la parole à David pour voir les usages que ça va amener en santé, mais on parle beaucoup en santé d'entrepôts de données de santé avec des grandes complexités.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la complexité aujourd'hui, elle est beaucoup plus réglementaire que technologique. C'est-à-dire qu'avec des technos comme les nôtres, on crée un entrepôt de données de santé en une semaine. Voilà. Après, il faut évidemment les agréments, la CNIL, il faut le consentement des patients, il faut beaucoup de sujets administratifs, mais le sujet technologique, il se règle maintenant très rapidement avec des technologies qui existent, qui se déploient rapidement. Donc ceci étant dit, une fois qu'on a réglé tout le sujet, en tout cas la grande partie du sujet de la donnée, on va pouvoir valoriser, on va pouvoir apporter des usages, et là je vais laisser la parole à David qui en parlera bien mieux que moi, de qu'est-ce qu'on va faire de la donnée avec des cas d'usage multiples, d'accélération de recherche avec l'IA, de parcours patient, d'anonymisation en grande masse, etc. Voilà. David. Merci Stéphane. Donc moi je suis médecin généraliste. Je ne m'occupe pas des datas habituellement, mais on est obligé de voir que le contexte du soin, notamment en médecine générale, se complexifie drastiquement en ce moment. Pour plusieurs raisons. D'une part, il y a un vieillissement de la population que vous n'êtes pas sans savoir. D'autre part, savoir qu'en moyenne, à 50 ans, la norme, c'est plus d'avoir 2 maladies chroniques qu'une seule en simultané, ou voire pas du tout. Donc on avance en âge avec une combinaison de maladies chroniques. Il faut aussi savoir que toutes les recommandations qu'on a sont axées sur une maladie, mais pas sur des patients qui combinent plusieurs maladies en même temps. Et ça pose vraiment un problème, puisque quand on fait le décompte de tout ce qu'un patient doit faire pour se prendre en charge alors qu'il a plusieurs maladies chroniques simultanées, ça devient un vrai fardeau, et le soin devient un vrai fardeau. Donc on a besoin de hiérarchiser finalement toutes les actions de soins qu'on doit faire pour les médecins pour les patients que l'on a à soigner au quotidien. Alors comment ça se passe quand moi je suis dans mon cabinet le matin ? Je rencontre donc ce patient qui a une 50aine d'années, qui cumule ces 3 maladies chroniques, et moi je vais devoir avec lui essayer de décider quel va être le plan de soins pour lui pour arriver à ce qu'on en a décidé ensemble. Le problème, c'est que toutes les ressources que j'ai vont pouvoir me donner ce qu'on appelle des guidelines, des lignes directrices, mais ne seront pas spécifiques du patient que j'ai en face de moi. C'est là où en fait l'intelligence artificielle peut être une aide réelle aux soins en fait, qu'on peut apporter à ces patients-là, puisque s'appuyer sur des données en vie réelle, ça pourra permettre aux médecins généralistes de donner le soin le plus personnalisé, le plus adapté, le plus prédictif, le plus préventif, ce qu'on appelle maintenant la médecine ciblée, avec la médecine de parcours, pour ce patient-là. Alors en pratique, comment ça se passe ? Ça fait à peu près 10 ans qu'on a travaillé à savoir comment récupérer les données qui sont contenues dans les logiciels des médecins généralistes, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une consultation qui est faite avec un patient, quand est-ce qu'on peut récupérer ces données, comment est-ce qu'on peut les utiliser. Alors, si on regarde à peu près le parc logiciel, on a une vingtaine de gros acteurs logiciels qui équipent donc les 50 000 généralistes que l'on a sur le territoire. Mais ces logiciels ne communiquent pas entre eux. Un premier sujet, le sujet de l'interopérabilité. Les standards qui sont utilisés, il n'y en a pas. Pour des raisons qui sont propres aux éditeurs, mais vous aurez compris, si je veux changer d'un logiciel à l'autre, si on est sur des données standards, c'est quand même beaucoup plus facile de changer de l'un à l'autre. Donc on pourra dire qu'il y a une certaine agilité des éditeurs quant aux règles normalement qui s'appliquent quant au transfert et à la portabilité des données. Mais n'empêche qu'au final, pour nous, c'est un problème. Donc depuis 10 ans, on a regardé comment est-ce qu'on pouvait récupérer ces données-là, comment est-ce que les médecins généralistes rentrent les données dans les logiciels, quelles sont les données qui sont recueillies pendant les consultations, ce qui est dit, pas écrit dans les fiches des patients, ce qui est écrit mais pas dit pendant les consultations. Donc on a acquis une certaine expertise au niveau du département de médecine générale de l'Université Côte d'Azur. Et c'est, on va dire, à un certain moment, quand on a dû passer à une échelle plus industrialisée de la collecte de données, qu'on s'est heurté justement à ces problèmes de transférabilité, d'exploitation. Et donc grâce à Félix Kudelta, qui est un ami et qui se présentera tout à l'heure, on a pu faire la connaissance de Stéphane, qui nous a mis en place finalement la tuyauterie pour pouvoir récupérer ces données des différents systèmes d'information, les agréger à un endroit et pouvoir être en mesure ensuite de pouvoir proposer des outils d'aide à la décision pour les praticiens de médecine générale. Alors c'est une première étape. On sait très bien qu'un système ne peut marcher que si tout le monde est gagnant dans le système. Donc ce qu'on propose aux médecins généralistes, ce sont des outils dans la consultation. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a des regroupements de professionnels, des regroupements pluriprofessionnels dans les pôles et maisons de santé, ou dans ce qu'on appelle les CPTS, les communautés de professionnels territoriales de santé, où on a besoin finalement d'avoir des outils pour piloter
les indicateurs de santé, non seulement d'une patientèle que l'on a à s'occuper, dont on a à s'occuper, mais également de toute la patientèle d'un canton. Ces regroupements de pluriprofessionnels ont des objectifs de pouvoir améliorer la qualité de santé des patients dont ils ont la charge. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas d'outils pour piloter justement ces politiques de santé, que ce soit au niveau des agences régionales de santé, qui bien souvent s'appuient sur des données, on va dire un peu tardives, concernant les décès. Et nous, on a besoin de données qui viennent un petit peu en amont pour pouvoir justement corriger un peu le tir. Et donc, c'est ce système-là qu'on veut proposer donc, dans le projet Primège, donc pour plateforme régionale d'information en médecine générale. Des informations qui puissent être utiles au médecin généraliste lors de sa consultation, des informations qui puissent être utiles aussi au regroupement dans les pôles et maisons de santé, au niveau des CPTS, au niveau des régions. Et vous aurez compris, dans beaucoup de villes universitaires en France, ce dispositif a intéressé, et tant et si bien qu'on est en phase de pouvoir être soutenu, on va dire, très fortement par des acteurs nationaux. On a le soutien du Health Data Hub pour pouvoir structurer tout un système d'information qui est né sur notre territoire. Hein. Donc là, on est sur le stand des Alpes-Maritimes. Alors, il n'y a pas de cri spécifique pour les Alpes-Maritimes, mais s'il y en avait un, je le crierais haut et fort. Parce que l'idée, c'est aussi qu'on est vraiment une terre d'innovation, qu'on veut garder cette avance. On a plein d'autres idées par la suite pour utiliser ces données-là. Mais vous imaginez qu'avoir un outil de pilotage pour la santé des populations, pour essayer d'identifier quand on a des symptômes qui sont émergents, alors que les années précédentes, il n'y avait pas ces symptômes-là. On va dire par exemple de la toux, de la fièvre, à un moment où ce n'est pas une épidémie de grippe. Peut-être qu'on aurait pu anticiper certaines choses. La Covid l'a prouvé, les données de ville, c'est le trou dans la raquette, dans la cartographie des données de santé. Et donc c'est ce qu'on propose, de remplir ce trou, et surtout de pouvoir rendre le meilleur service à la population. Parce qu'il faut savoir que les données de recherche sur lesquelles la plupart des décisions médicales s'appuient, ce sont des données qui viennent des CHU. Mais quand 1000 personnes sont exposées à un problème de santé, vous en avez 750 qui vont exprimer un symptôme et qui vont faire d'auto-soins, qui vont aller sur Internet, qui vont chercher des informations, qui vont réussir à se débrouiller tout seuls. Vous en avez 250 qui vont consulter un médecin généraliste et un seul seulement va arriver au CHU. Donc vous imaginez que toutes les données sur lesquelles on travaille, c'est finalement sur ce patient qui arrive au CHU, et on a toute une myriade d'applications et de recherches à faire sur les 249 patients qui consultent dans nos cabinets quotidiennement. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée qu'on voulait vous présenter. Alors peut-être je vais laisser la parole à Félix pour le côté mise en lien. Merci David. Donc oui, c'est bravo David encore d'être à la manœuvre de ce recueil depuis 10 ans. Hein. Moi, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble sur ces sujets-là, à une époque où peu voyaient la valeur des données en médecine générale. Hein. Je me rappelle très bien, mais ça c'était dans un monde, le monde ancien, c'était le monde avant Covid. Et tout d'un coup, là, tout le monde s'est dit, ben tiens, là, quand même, il y a un vrai intérêt. Surtout, tu donnais des statistiques très intéressantes sur le fait que sur le patient CHU 250 qui vont voir un médecin généraliste. Et il faut savoir que les 50 000 médecins généralistes font 2 millions de consultations par jour. Voilà. Donc en matière de traitement d'IA, d'informations qu'on peut avoir notamment sur les signaux faibles qui remontent à plusieurs années, notamment demain pour travailler sur des médicaments préventifs, demain travailler sur de la prévention sur des maladies chroniques que sont les cancers par exemple ou d'autres, vous voyez là le potentiel gigantesque que ça représente. Pas dans les prochaines années, hein, c'est à court terme, il y aura des annonces qui vont être faites très prochainement, et notamment, je fais un petit teasing, notamment demain, je vous invite à aller voir David qui aura une conférence sur les données en médecine générale, une mine d'or non exploitée qui aura lieu sur le main stage demain à 15h et quelques, il me semble, à vérifier. Et là, il y aura de belles annonces qui seront faites pour la suite. Et moi, je veux revenir aussi sur l'application par l'IA. Ce qui devient intéressant aussi dans le projet qu'on mène tous ensemble, c'est-à-dire l'OMIX, Université Côte d'Azur et My Data Model dans ce cas précis, c'est que l'idée, c'est que d'une manière très opérationnelle, on va mettre l'intelligence artificielle au service du médecin généraliste dans une optique d'aide à la décision. C'est-à-dire que le médecin généraliste, ce n'est pas un spécialiste, comme vous le savez, comme vous la définition, c'est-à-dire qu'il n'a pas de protocole précis. Je veux dire, vous êtes potentiellement, vous pouvez avoir tous les symptômes, tout et n'importe quoi. Et là, l'idée, ce qu'on est en train de mettre en œuvre et qui va être une vraie révolution, parce que bon, sans trop teaser, on a quand même 50 000 médecins généralistes qui demain pourraient nous suivre hein, sur ce qu'on est en train de monter, ça va être de rendre l'IA
de manière extrêmement concrète, opérationnelle, pour gagner un temps gigantesque en matière de prévention et de décision. Et c'est tout l'enjeu sur le projet qu'on ne peut pas rentrer encore trop dans les détails, mais qu'on présente aujourd'hui officiellement ici, parce que comme tu le disais, c'est une initiative locale qui montre encore l'excellence de notre terreau académique et industriel et les synergies qu'on arrive à mener tous ensemble. Peut-être je vais ajouter une chose, quand on parle des données et de l'interopérabilité et le côté très local de ce qu'on fait. Donc on travaille avec les autorités locales ici pour aussi avoir accès, alors c'est de l'open data, aux données environnementales. Parce qu'évidemment, on parle beaucoup des données de santé, mais il faut aussi parler des facteurs d'influence, en fait, ce qui va influencer des maladies, ou en tout cas rechercher s'il y a des facteurs potentiels d'influence. Et en fait, quand on va donner une interopérabilité totale et la capacité de croiser autant de données qu'on le souhaite, c'est d'abord la capacité à les mettre toutes dans le même format. C'est un petit peu basique, dit comme ça. Mais aujourd'hui, il y a très peu ou pas de gens qui savent le faire. Et donc, on va être capable de prendre de la donnée de santé, dans les formats un peu traditionnels de données de santé. On va prendre des données environnementales, de météo, de captation d'émissions de carbone et quoi que ce soit d'autre, je dirais. Et en fait, on va être capable de prendre toutes ces données et de les croiser. Et donc, l'IA, derrière, va nous aider à identifier finalement des causes potentielles reliées à des événements, je dirais, exogènes aux patients. C'est-à-dire, est-ce qu'un patient dans telle région qui a tel symptôme, est-ce que dans la région dans laquelle il vit, en fait, les facteurs environnementaux vont peser le même poids, etc., etc. Donc ça va être, c'est ce qu'on va avancer tout à l'heure. On parlait de préventif, mais on va aller de plus en plus même dans de la médecine personnalisée, et parce qu'on va être capable de traiter des grands volumes de données et d'individualiser le patient. Évidemment, on va rester aussi avec une grande anonymisation, mais on va pouvoir, dans les besoins, pouvoir identifier le patient et répondre à son propre besoin de médication. Juste aussi un petit détail, je reviens sur la valeur des données en médecine de ville et en particulier en médecine générale. Il faut voir que l'approche qu'ont les médecins généralistes, mon collègue Félix disait que ce ne sont pas des spécialistes par essence, mais en fait si, ce sont bien des spécialistes du premier recours et qui ont une approche biomédicale, psychologique et sociale. Et on le sait, Stéphane le rappelait là, sur les déterminants de santé, toutes choses égales par ailleurs, la qualité des soins n'intervient que dans 30% finalement de la qualité, du résultat en termes de santé pour un individu. C'est-à-dire qu'on a 70% des autres facteurs qui sont des facteurs environnementaux dans lesquels on englobe les facteurs psychologiques et les facteurs sociaux également, les facteurs d'influence de l'environnement de chacun. Et donc c'est là aussi où on a une complexité à traiter, parce que vous imaginez bien qu'un médecin généraliste dans son coin, il ne peut pas avoir la cartographie de l'exposition à telle ou telle substance ou le tissu industriel, s'il est très tendu à un endroit qui peut faire remonter, on va dire, des pressions psychologiques sur les individus que vous avez en consultation. C'est ça en fait que le dispositif qu'on propose, c'est un dispositif qui augmente la vision et c'est bien ça le projet, c'est d'avoir une médecine générale augmentée qui permette en fait à chaque professionnel de santé de pouvoir identifier au mieux la personne qu'il a en face de lui avec tout son environnement et tous les facteurs sur lesquels on peut agir pour améliorer la santé de chaque individu. Et une dernière chose, on voulait vous dire aussi qu'on était extrêmement fiers parce que grâce au Cluster IA dont on est tous les trois vice-présidents et grâce à Isabelle pour toute cette organisation, de pouvoir présenter aujourd'hui devant vous, c'est vraiment une fierté et on espère pouvoir prolonger donc, tous nos efforts et faire valoir toute la valeur de notre territoire. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci, messieurs, également. C'est un vrai projet, comme vous venez de le dire, donc du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, Terre d'IA. Voilà, nous sommes en plein, évidemment, cœur du sujet. Merci beaucoup.